Bonjour, nous allons présenter la preuve de la caractérisation des intervalles réels. Alors, les hypothèses du théorème, nous avons une partie I, une partie de R, I est une partie de R, donc I est un sous-ensemble de R, et I est non vide. Voilà. Et nous allons démontrer l'équivalence suivante. I est un intervalle. Si et seulement si, quels que soient les éléments A et B que l'on prend dans I, avec A inférieur à B, eh bien l'intervalle fermé AB est inclus complètement dans I. Alors l'interprétation de cette propriété, eh bien c'est que en fait elle permet surtout de caractériser les ensembles qui ne sont pas des intervalles. Puisqu'en fait si vous avez un ensemble de ce type là, pourquoi grâce à cette propriété vous pouvez être sûr que ce n'est pas un intervalle, puisqu'il suffit de prendre un élément A ici, un élément B ici, et de se rendre compte que l'intervalle AB eh bien, n'est pas tout entier inclus dans I, puisque en fait vous voyez ici qu'on a des éléments qui ne sont pas dans I. Donc voilà, alors donc c'est une preuve par équivalence. On va tâcher de la démontrer par double implication. L'implication de gauche à droite est assez simple, un peu fastidieuse parce qu'il faut rappeler tous les cas d'intervalle. Et l'intérêt de la preuve, c'est la démonstration partant de la propriété de droite vers la propriété de gauche. Bien, donc maintenant supposons, nous allons démontrer, démontrons l'implication de gauche à droite. Et donc supposons que I est un intervalle. Voilà. Donc si I est un intervalle, alors eh bien qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir plusieurs possibilités. Vous avez d'abord les intervalles qui sont bornés. Alors il y a 4 types d'intervalles bornés. Les intervalles du type CD fermé, les intervalles où vous ouvrez une borne, C ouvert, D fermé, et puis C fermé, D ouvert, les intervalles où vous ouvrez les deux bornes. Donc voilà, ça ce sont les intervalles bornés. Vous avez les intervalles qui ne sont pas minorés mais qui sont majorés, de type. Voilà, donc ça ce sont les intervalles minorés, majorés, non minorés. Vous avez de même ceux qui sont minorés et non majorés. Pardon. Du coup, la deuxième borne, c'est l'infini. Voilà, les intervalles minorés non majorés. Et puis les intervalles, le seul intervalle en fait qui est ni minoré ni majoré, eh bien c'est R tout entier. Voilà. En fait vous avez 4 types d'intervalles, et donc 4 intervalles bornés, 2 majorés non minorés, 2 minorés non majorés, un seul non majoré non minoré. En tout vous avez 9 intervalles, et donc en fait l'idée ce serait de démontrer la propriété à droite dans les 9 cas. Alors c'est un peu fastidieux, et donc en fait on va le faire déjà dans un cas et puis se convaincre qu'on serait capable de le faire dans chacun des 9 cas. Alors prenons par exemple le cas de l'intervalle C ouvert,
D fermé. Et puis écrivons ce que c'est. Eh bien c'est l'ensemble des réels x qui vérifie la propriété d'être strictement plus grand que C et inférieur ou égal à D, par définition. Et donc, prenons deux éléments dans I, avec A strictement plus petit que B. On doit démontrer, on a pris deux éléments quelconques dans I, avec A plus petit que B, on doit démontrer maintenant que l'intervalle fermé AB est complètement inclus dans I. Alors, eh bien pour cela, il faut prendre maintenant un élément quelconque de l'intervalle AB fermé et démontrer que cet élément est dans I. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire que l'élément X appartient à l'intervalle AB fermé? Par définition, ça veut dire que X est compris entre A et B. Puis maintenant, souvenons-nous que A appartient à I. Et donc que A vérifie la condition qui est ici. En particulier, A est strictement plus grand que C. Et pour B, en effet, B lui aussi appartient à I. Et donc B, il vérifie cette condition-là. Hein, et donc B va être inférieur ou égal à D. Alors, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Eh bien, on a démontré que X était strictement plus grand que C, et que X finalement était inférieur ou égal à D. Ça veut dire que X vérifie la condition qui est ici, et donc que X appartient à l'intervalle I. Alors, donc on a pris un élément quelconque dans AB fermé, on a démontré qu'il était dans I, on a bien démontré que l'intervalle fermé AB était inclus dans I. Et donc il faudrait refaire la preuve pour tous les autres types. Alors on peut se convaincre que ça change rien. Parce qu'en fait, si par exemple on avait ouvert la borne ici, on aurait eu une inégalité. Ici on aurait une inégalité stricte, mais ici aussi, et donc X aurait bien vérifié la même condition. Si on avait fermé les deux bornes, on aurait retrouvé des inégalités larges des deux côtés. Et si on avait ouvert en D et fermé en C, on aurait trouvé une inégalité stricte ici et une inégalité large ici. Donc pour tous les intervalles bornés, en fait, la preuve est exactement la même. Si on est dans le cas d'un intervalle non majoré et non minoré. Alors ce qui se passe, c'est puisque l'intervalle est non minoré, eh bien en fait, vous voyez ici la condition C strictement inférieur à X, eh bien il n'y en a pas. Il n'y a qu'une condition pour appartenir à l'intervalle du type moins l'infini D. La seule condition, c'est que X soit inférieur, strictement ou inférieur ou égal à D. Et là encore, en fait, on aurait gardé cette partie-là. On n'aurait pas eu la partie strictement supérieure à C, mais c'était pas grave. Parce qu'il n'y avait plus qu'une condition à vérifier, être inférieur ou égal à D. Ça aurait été la même chose si on avait pris un intervalle minoré non majoré, et puis c'est encore plus simple quand c'est R tout entier. Voilà, donc on va pas détailler plus que ça. Vous devez être convaincu normalement que tout fonctionne sur le même schéma de preuve à chaque fois, quel que soit l'intervalle ici, parmi les 9 qu'on a choisi. Donc maintenant on va passer en fait au côté intéressant de la preuve, à savoir que l'implication de droite à gauche, et donc on va supposer que quels que soient les éléments A et B dans I, avec A strictement inférieur à B, eh bien l'intervalle fermé AB est inclus dans I. Voilà. Et alors, maintenant, on doit démontrer quoi? Eh bien, on doit démontrer que on est dans l'un des 9 cas ici. Et alors, évidemment, selon le cas dans lequel on se trouve, la démonstration ne sera pas la même. Si on est dans le cas d'un intervalle borné, eh bien c'est déjà à la base I est borné.
Si on est dans ce cas-là, c'est que i est majoré non minoré, et si on est dans ce cas-là, c'est que i minoré non majoré, dans ce cas-là, il n'est ni l'un ni l'autre. Et donc en fait, on va être obligé de distinguer 4 cas selon en fait ce qui se passe pour i. Alors premier cas, supposons que i soit borné. Alors puisque on a, je vous rappelle au tout début, i différent du vide, et comme i est borné, il est minoré et majoré, et donc s'il est minoré non vide, ça veut dire qu'il a une borne inférieure, et majoré non vide, ça veut dire qu'il a une borne supérieure. Et dans ce cas-là, c'est assez clair en fait ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que si i est borné et que c'est un intervalle, ce qu'on a envie de démontrer, eh bien il est sûr que le petit c ici est la borne inférieure et le petit d ici est la borne supérieure. Dans ces deux cas-là, par exemple, vous voyez que d est le maximum, et dans ces deux cas-là, vous voyez que c est le maximum aussi, mais voilà, dans les 4 cas, c'est borne inférieure, le minimum, pardon, je voulais dire, pour c ici. Mais dans les 4 cas, c est la borne inférieure, et ici, d la borne supérieure. Donc ça paraît logique de poser c, la borne inférieure de i, et d, la borne supérieure de i. Maintenant, on veut démontrer que i est un intervalle, et donc en fait que i s'écrit d'une de ces 4 manières-là. Alors ce qu'on va faire, en fait, on va démontrer que le plus petit des 4 intervalles, eh bien en fait c'est CD ouvert, hein, celui où il manque C et D. Et bien ça forcément c'est contenu dans I, et I forcément il est contenu dans le plus grand quand on ferme C et D. Alors pourquoi ça suffit à démontrer que du coup I c'est forcément un des 4 types d'intervalles? Parce qu'entre l'ensemble ici qui est tout à gauche et l'ensemble qui est tout à droite, eh bien il n'y a que 2 éléments qui diffèrent. Et donc vous avez 4 choix pour I, soit les 2 éléments ne sont pas dedans et I c'est égal à l'ensemble à gauche, soit les 2 éléments sont dedans et I c'est égal à l'ensemble à droite, ou soit il y en a un qui est dedans et un qui est pas dedans, et dans ce cas-là, on se trouve dans un de ces deux cas-là. Mais de toute façon, il ne peut pas y avoir d'autres cas. C'est ça qu'il faut démontrer. Alors, pour démontrer, on a donc 2 inclusions à démontrer. On va démontrer d'abord la première. Donc, pour démontrer une inclusion, on prend un élément quelconque de l'ensemble à gauche. Pardon, CD ouvert. Et on veut démontrer donc qu'il est dans l'ensemble à droite I. Alors, on va faire un dessin. Et on va expliquer ce qui se passe. Voilà. Quelque part, on a pris un élément X là-dedans. Et on va démontrer qu'il appartient à I. Évidemment, la seule chose qu'on connaît sur I, c'est ça, c'est cette propriété, et donc forcément, il va falloir s'en servir. Donc, ce qu'il serait très bien, c'est de trouver un élément A ici qui serait dans I, un élément B ici qui serait dans I, et en utilisant la propriété que l'intervalle fermé AB est inclus dans I, on en déduit que comme X appartient à l'intervalle AB fermé, X est lui-même dans I. Et ce qui démontrera donc que X appartient à I, et puis donc on démontrera bien l'inclusion puisque X est quelconque dans l'ensemble à gauche. Alors comment faire? Eh bien en fait il faut se servir de la caractérisation de la borne inférieure et de la borne supérieure par epsilon. Puisque si on se fixe une distance epsilon, ici, alors, epsilon 1 parce que ça peut être la même à gauche et à droite forcément, et une distance epsilon ici, de sorte que ici ce soit C donc plus epsilon 1 et ici on est D moins epsilon 2, de sorte en fait que la distance epsilon 1 elle soit plus petite strictement que la distance entre C et X, et la distance epsilon 2 elle soit plus petite strictement que la distance entre D et X. Alors c'est possible hein, parce que X n'est ni égal à C ni égal à D,
Et donc la distance entre C et X est strictement positive, donc on peut trouver un nombre réel strictement positif plus petit. Et de même, la distance entre X et D est strictement positive, et donc on peut trouver un nombre réel strictement positif plus petit. Et alors pourquoi, maintenant que quand on a le epsilon 1, on est sûr de trouver un A qui a une distance inférieure à epsilon 1, et bien ça c'est la caractérisation des bornes ici inférieures et ici supérieures. On peut s'approcher de la borne inférieure aussi près que l'on veut, on peut s'approcher de la borne supérieure aussi près que l'on veut. Voilà. Donc maintenant il s'agit de définir correctement epsilon 1, de définir correctement epsilon 2, et d'utiliser la propriété de la borne inférieure puis la propriété de la borne supérieure. On en déduira l'existence d'un A strictement compris entre C et X et d'un B strictement compris entre X et D qui sont tous les deux dans I, et grâce à la propriété ici on en déduira que X appartient à I. Donc voilà, si le dessin est compris, la rédaction ne doit pas être trop difficile puisque c'est le dessin qui nous guide. Donc qu'est-ce qu'on dit? Hop, j'ai oublié de changer la couleur. Eh bien, on a X strictement supérieur à C, donc X moins C est strictement positif. Et puis donc on va utiliser le fait que l'ordre sur les réels est dense, c'est-à-dire qu'on peut intercaler un nombre strictement positif, ou alors on va faire soit epsilon 1 appartenant à R, on va le faire autrement, tel que en fait on va intercaler epsilon 1 entre ces deux nombres réels, d'accord, deux nombres réels qui sont différents, on peut toujours en intercaler un troisième nombre. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'on a ça? La distance, on a bien, hein, on sait bien ramener au cas du dessin. Utilisons la propriété de la borne inférieure avec ce epsilon 1 et qui est bien strictement positif, donc on peut l'utiliser. Alors, ou alors plutôt alors, en fait comme c'est la borne inférieure de I, eh bien il existe un élément A appartenant à I, tel que quoi la distance entre A et C est inférieure ou égale à epsilon. Or, la distance entre A et C, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à epsilon 1, excusez-moi, distance entre A et C, si vous regardez le dessin, A il est forcément plus grand que C, donc c'est A moins C. Donc ça c'est plus petit que epsilon 1, et ça c'est strictement plus petit que X moins C. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On a A moins C strictement plus petit que X moins C, donc en faisant plus C de chaque côté, A est strictement inférieur à X. Maintenant on va faire la même chose, on va se fixer epsilon 2 appartenant à R, tel que, cette fois, epsilon 2 soit strictement plus petit que la distance entre X et D, mais la distance entre X et D, cette fois c'est D moins X, puisque D est plus grand que X. Et bien comme D est la borne supérieure, on en déduit l'existence d'un nombre B, cette fois dans I, qui vérifie que la distance entre B et D, mais la distance entre B et D, c'est D moins B, puisque D est forcément plus grand que B, hein, D est un majorant de l'ensemble. Et bien cette distance soit inférieure ou égale à epsilon 2, qui est lui-même strictement inférieur à D moins X. Et bien de ça, on en déduit que B est strictement plus grand que X. Hein, vous faites plus B de chaque côté, plus X de chaque côté, moins D de chaque côté. Donc finalement, si on récapitule, on a A strictement plus grand que X, B strictement inférieur à X. Donc X appartient à l'intervalle AB fermé. Il appartient même à l'intervalle AB ouvert. Hein. Mais cet intervalle A appartient à I. Il faut remarquer que A appartient à I, hein, là, que B appartient à I, c'est là. Et en utilisant la propriété qui définit l'ensemble I, on en déduit que
l'intervalle AB fermé est inclus dans I. Et donc, puisque X appartient à AB qui est inclus dans I, on en déduit que X appartient à I. Si on récapitule, on s'est fixé un X quelconque dans l'intervalle CD ouvert, on a démontré qu'il appartenait à I, on vient de démontrer cette première inclusion. Maintenant il s'agit de démontrer la deuxième. Eh bien en fait c'est assez simple. Vous prenez X qui appartient à I, quelconque, et vous devez démontrer qu'il appartient à l'intervalle CD fermé. Eh bien vous avez C égale, pardon pas le sup, le inf, C est la borne inférieure de I, donc C en particulier est un minorant de I, D est la borne supérieure de I, donc D est un majorant de I, et bien ça implique que C est la borne inférieure, que X est plus grand que C, ça implique que X est plus petit que D, et bien ces deux choses-là, ça implique que X appartient à l'intervalle CD fermé. Voilà, donc on a notre deuxième inclusion, et puis on a vu que démontrer cette double inclusion, ça suffisait à démontrer qu'on était dans un des 4 cas d'intervalle borné. Alors on va présenter la preuve ensuite pour les majorés non minorés, et puis en fait après les preuves qui suivent reprennent exactement les mêmes idées. Il y a une nouvelle idée ici, mais après il n'y a plus de nouvelle idée, et donc on va se convaincre encore qu'on peut la terminer. Donc deuxième cas, I est majoré non minoré. Et bien dans ce cas-là, on pose D, la borne supérieure de I, et on veut démontrer qu'on est dans un des deux cas d'intervalle ici, et donc on va démontrer en fait que, vous voyez ici il n'y a qu'un seul élément qui change entre ces deux intervalles, donc on va démontrer que I contient forcément cet intervalle là et est contenu forcément dans celui-là, donc si on démontre ça, on n'a pas le choix, c'est forcément un des deux cas. Donc on va démontrer la double inclusion. Montrons que l'intervalle moins l'infini D ouvert est inclus dans I, qui est lui-même inclus dans l'intervalle moins l'infini D fermé. Je réexplique le raisonnement. Comme ces deux ensembles ne diffèrent que d'un seul élément, le fait que I en contienne un et soit contenu dans l'autre, ça dit que forcément I est égal à l'un des deux. Alors, donc première chose, prenons, pour démontrer la première inclusion, un X appartenant à moins l'infini D ouvert, et on veut démontrer que X appartient à I. Alors qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? C'est qu'en fait on a juste une borne supérieure et puis on n'a rien, on n'a pas de borne inférieure pour I. Nous on a notre X ici. Alors comment faire? Donc c'est comme tout à l'heure, on aimerait trouver un élément A dans I strictement plus petit que X et un élément B dans I strictement plus grand que X et strictement inférieur à D forcément, et de sorte qu'en fait X appartienne à l'intervalle AB fermé qui sera inclus dans I, et donc que X appartienne à I. Alors pour trouver le B, c'est la même idée que tout à l'heure. On se donne un epsilon suffisamment petit, en fait plus petit que la distance entre X et D. Voilà. Et donc on va faire le même raisonnement que tout à l'heure et on va trouver un B appartenant à I qui sera strictement plus grand que X. Et pour l'autre, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut se servir en fait de le fait que I soit non minoré. Puisque I est non minoré, ça veut dire que X, le réel X ici, X est un nombre réel, eh bien ça ne peut pas être un minorant de l'ensemble I. Et puisque X ne peut pas être un minorant de l'ensemble I, ça veut dire que forcément il existe un élément de I qui est strictement plus petit que X. Donc le fait de trouver ce A, c'est une conséquence directe du fait que I, l'intervalle grand I, est non minoré. Voilà.
Donc maintenant on dit que I, et j'ai encore oublié de changer de couleur, on dit que I est non minoré, donc X n'est pas un minorant de I. Et donc, il existe un élément A dans I, tel que A soit strictement plus petit que X. Voilà, on a trouvé notre élément. Maintenant, on va faire la même chose que tout à l'heure, on va se fixer epsilon appartenant à R, tel que, eh bien, en fait, epsilon, on a dit, soit strictement plus petit que la distance entre D et X. Alors évidemment, pourquoi on a le droit, hein, c'est parce que la distance entre D et X est strictement positive. C'est strictement positif parce que X appartient à l'intervalle moins l'infini D ouvert. Ici, hein, c'est quand même important. Donc la distance entre D et X est strictement positive, et donc on peut intercaler un nombre entre ces deux nombres réels. Voilà, et puis bah c'est la même idée, comme D c'est la borne supérieure de I, on trouve un élément B dans I qui vérifie que la distance entre B et D, et ça c'est D moins B, bah, soit inférieure ou égale à epsilon, qui ce epsilon est strictement inférieur à D moins X. Et donc on en déduit que B est strictement plus grand que X. Voilà, donc évidemment de cette inégalité là et de celle-ci, on déduit que X appartient à l'intervalle AB fermé, et même AB ouvert, hein, voilà. Et puis, puisque A appartient à I, que B appartient à I, que I vérifie la propriété, hein, je vous rappelle, la propriété du départ, hein, c'est quand même important de se souvenir, vérifier cette propriété-là, on va avoir que l'intervalle AB fermé est inclus dans I, et donc que X appartient à I. Alors il nous reste une inclusion à démontrer, l'inclusion ici. Donc c'est facile, on prend X qui appartient à I, on dit que D est la borne supérieure de I, et donc que forcément X est inférieur ou égal à D. Maintenant vous dites prenez X appartenant à I, alors X est inférieur ou égal à D, qui est la borne supérieure de I, et donc X appartient à l'intervalle moins l'infini D fermé. On a démontré la double inclusion, et donc I est forcément égal à un des de ces deux intervalles. La preuve est exactement la même quand on est dans ce cas-là. Ce qui change en fait, hein, c'est la seule chose qui change, c'est que cette fois c'est le B qu'on trouve car l'intervalle ne sera pas majoré, donc on trouve pas le B avec un epsilon, etc. Et en fait c'est le A qu'on trouvera grâce à un epsilon, et parce qu'on aura un C à gauche ici, et ici on n'aura plus le D. D'accord? Donc c'est vraiment la même preuve. Vous mettez cette droite dans un miroir et puis ça sera pareil. Et puis quand l'intervalle n'est pas du tout borné, pour démontrer que c'est en fait l'ensemble des nombres réels, eh bien c'est la même idée. Cette fois, en utilisant que le fait qu'il soit non minoré, on va trouver un A strictement plus petit que X. On va utiliser le fait qu'il soit non majoré, on va trouver un B strictement plus grand que X. Et quel que soit X appartenant à R, on montrera qu'il appartient à X. Voilà, on va pas traiter les deux cas, c'est un peu fastidieux, et normalement si vous avez compris les idées de la preuve, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc on récapitule. De gauche à droite, c'est juste une étude de cas. Il s'agit de rappeler quels sont tous les types d'intervalles et de vérifier en fait que bah ça c'est très facile. Hein. Et de droite à gauche, il s'agit de se mettre dans un des 4 grands cas d'intervalles bornés, majoré non minoré, minoré non majoré ou non minoré non majoré, et de vérifier à chaque fois des doubles inclusions pour en fait être forcément dans un de ces 4 cas là au début, dans un de ces deux cas là, dans un de ces deux cas là, et puis ici, dans ce seul cas. Voilà, à bientôt.